Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de pouvoir parler de notre passion, donc l'enfant intérieur, avec vous pendant 50 minutes. Voilà, on va se présenter très rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Voilà, je suis Marie-France. Je suis Emmanuel. Nous sommes psychopraticiens d'inspiration jungienne, spécialistes de l'enfant intérieur. Nous avons créé il y a 29 ans la méthode Cœur d'enfant, qui est une méthode d'accompagnement de personnes aussi bien en groupe qu'en individuel, à se réconcilier avec leur enfant intérieur. Nous sommes formateurs, conférenciers, auteurs, nous avons le plaisir. Ce matin, nous avons reçu notre tout dernier né qui paraît que le 8 octobre, donc rituel de l'enfant intérieur. Il y aura une conférence spécialement dans la grande salle demain à 14h. Nous sommes dans la lignée des travaux d'Alice Miller et de John Bradshaw. John Bradshaw, on peut dire que c'est le père de la notion d'enfant intérieur, c'est vraiment le grand spécialiste, et c'est lui qui a préfacé notre premier livre. Donc nous sommes auteurs de 6 livres sur l'enfant intérieur, dont certains traduits en un certain nombre de langues, et puis nous formons des thérapeutes de l'enfant intérieur. Voilà. Nous sommes un couple, si j'oublie de le dire à chaque fin de conférence, il y a des gens qui viennent nous dire « mais qu'est-ce qu'il y a entre vous, vous êtes qui ?» Voilà. Voilà. Ils aiment savoir, mais je comprends. Oui, c'est tout à fait. Et à chaque fois que j'oublie de le dire, c'est très drôle, non, on n'est pas célibataire. Voilà, on s'est rencontrés il y a 30 ans. Ben, je crois que c'est notre anniversaire de rencontre demain, oui, après-demain. Et nous sommes mariés depuis 22 ans. Voilà pour la petite histoire. Vous savez, toutes nous, tout, d'accord? Enfin, il en reste un petit peu, il en manque un petit peu. Voilà, tout de suite, un petit sondage. Qui parmi vous dans la salle pense que l'on peut guérir son enfant intérieur? C'est important l'espoir. D'accord, vous avez tout à fait raison. En effet, en commençant à prendre soin de son enfant intérieur et à entendre sa vérité, on peut tout à fait commencer à guérir notre enfant intérieur. Mais alors, à l'inverse, quels sont ceux parmi vous, ceux ou celles parmi vous, qui pensent que l'on ne peut pas guérir l'enfant en soi? Personne. Oh, oui, merci. Quand même. Il y en a un. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ouais. Oui, quand même. Bah oui. Pas exagérer, non? Voilà. Un troisième là-bas. Ouais. Très bien. Qui dit mieux? Allez, moi, un petit mieux. peu aussi, moi. Trois, non. Ouais, un petit peu. Eh bien, les personnes qui pensent que l'on ne peut pas guérir l'enfant en soi ont raison aussi. Et oui, en fait, il existe dans notre psychisme un enfant sombre, un état figé qui hypnotise l'adulte que nous sommes, qui nous empêche non seulement d'être dans l'instant présent, mais aussi qui nous empêche de voir la réalité avec justesse. Et cet enfant porte des fardeaux très anciens, et malgré tous nos efforts pour le guérir, eh bien, nous n'y parvenons jamais vraiment. Pourquoi? Eh bien parce que cet enfant sombre à l'intérieur de nous n'est pas notre enfant intérieur. En réalité, c'est une construction. Avec Marie-France, nous l'appelons l'enfant adapté. Et l'enfant adapté en nous ne veut pas guérir. Ah non! Non, parce qu'il a une intention, un but bien précis. Il veut obtenir ce qui lui a manqué enfant de la part des personnes qui se sont révélées à l'époque plus ou moins déficientes. Et il va effectuer cette revendication, eh bien, vis-à-vis des personnes qui l'entouraient quand il était enfant, mais il va aussi parfois projeter ces mêmes revendications dans toute personne dans laquelle il pourrait ressentir ou croire que cette personne va enfin lui apporter ce qui lui a manqué enfant. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, une épouse. Des enfants, un chien. Tout est possible. Et donc, du coup, cette réalité psychique, eh bien, nous pose 3 questions fondamentales. La première, c'est pourquoi donc, la plupart du temps, nous restons trop souvent un adulte hypnotisé par notre passé. La seconde, qui est notre véritable enfant intérieur blessé? Qui est-il? Et enfin, que signifie guérir son enfant intérieur? Alors, tout de suite, eh bien, abordons ce premier point. Pourquoi est-ce que trop souvent nous sommes hypnotisés par notre passé? Eh bien, la réponse est assez simple. C'est parce que, sans même nous en rendre compte, la plupart du temps, nous vivons dans un état de transe. On l'appelle avec Marie-France la transe quotidienne. C'est un état dans lequel l'enfant adapté en nous, eh bien, prend en quelque sorte les commandes. Et qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il répète à l'infini des rôles, des fardeaux qu'il porte depuis longtemps. Il répète des croyances, il répète des comportements, il répète des rôles qui sont sclérosés et figés depuis très longtemps. Au fur et à mesure de nos recherches et de nos travaux sur l'enfant intérieur, nous nous sommes rendus compte de l'importance d'éclairer notre psychisme de toutes ses parties. En nous, il y a différentes parties que nous pouvons appeler des sous-personnalités. Et ces parties-là, elles ne veulent pas forcément toutes la même chose.
Alors c'est essentiel de commencer à connaître ces différentes parties et à chaque fois pour savoir qui parle quand je dis je. Quelle est la partie de moi qui s'exprime? Nombre de nos parties intérieures sont en fait des facettes de cet enfant adapté et qui nous mettent en transe. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être en transe quotidienne? Alors, quand je dis transe quotidienne, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en transe. Mais certains événements vont amplifier des vécus qui ne sont pas digérés en nous et qui vont nous mettre dans une situation de transe. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons tout de suite découvrir un exemple concret avec cette femme. Cette femme est secrétaire. Elle travaille dans une très grande entreprise et ce matin, lorsqu'elle est allée voir son patron, eh bien celui-ci lui a fait une remarque. Et voilà ce qu'elle confie ensuite eh bien, à l'une de ses collègues. C'est cela, oui. C'est moi qui fais tout le sale boulot et cet imbécile vient me faire des reproches. Non mais ça va pas la tête. S'il croit que je vais me laisser faire, je suis pas une pauvre femme soumise, moi. Non mais... Lorsque cette femme va voir sa collègue, elle est hors d'elle. En fait, une émotion importante l'a envahie et a pris le pouvoir. Mais ce que cette femme ne se rend pas bien compte, c'est que cette colère n'est pas tout à fait légitime, car en fait, elle est téléguidée par une partie d'elle qui s'est exprimée, si vous avez été attentif, sous cette phrase « Je ne suis pas une pauvre femme soumise, moi ». Cette femme a eu comme modèle une mère soumise et maltraitée. Donc ça a créé, dans cette enfant devenue femme, ça a créé des parties en lutte en elle. Très souvent, cette femme se laisse encore faire. Elle accepte des situations blessantes à son égard sans rien dire et parfois, elle se révolte au moindre prétexte. Ces deux parties, la partie qui se révolte et la partie qui se laisse faire, sont mues par la même chose, la peur d'être comme sa mère. Elle a peur d'être comme sa mère. Cet exemple de transe nous montre que souvent, nous n'agissons pas réellement depuis nous-mêmes. Nous réagissons. Et l'enfant adapté, il réagit eh bien, pour sans cesse répéter les mêmes schémas et tenter d'obtenir quelque chose. Cette femme, par exemple, veut obtenir un certain respect ou une reconnaissance de l'homme. Sans doute derrière, ça avait un rapport aussi avec son père, mais elle n'y arrive pas. Et elle prend pour modèle sa mère qui était soumise. Donc la plupart du temps, nous vivons en transe, ces sous-personnalités prennent le pouvoir en nous et c'est elles qui mènent le bal. Il faut savoir que ces sous-personnalités de notre psychisme sont comme des personnes à part entière, avec leurs propres émotions et leurs propres intérêts. Mais très important, toutes ces parties en nous sont en relation sans arrêt. Elles communiquent ensemble, elles forment des familles et parfois luttent l'une contre l'autre. Personnellement, ce qu'on est en train de vous expliquer, eh bien, je pourrais ressentir une partie de moi qui me dit « j'aime pas du tout ce qu'il m'explique ». Et peut-être que certains d'entre vous se disent c'est pas tout à fait agréable ce qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler d'une réalité qui nous met en difficulté, celle de la multiplicité psychique. Nous avons toujours le sentiment et aussi le besoin de nous vivre de manière entière. Et donc, notre je, nous pensons que notre je est monolithique, que notre je nous engage toujours nous-mêmes. Mais lorsque l'on aborde la notion de multiplicité psychique et donc de sous-personnalité, cela nous met un petit peu en difficulté parce que finalement, on commence à se dire, mais ce je, eh bien, n'est pas toujours moi-même. Un autre exemple de cette transe quotidienne où notre je ne révèle pas qui nous sommes réellement. L'exemple d'un couple. Voilà un homme et une femme, et voilà comment ils ont la façon, l'habitude de parler d'eux-mêmes. Moi, je suis une femme très active, dynamique. J'adore faire quelque chose. D'ailleurs, je ne peux pas rester en place. Hein. Je suis commerciale et j'adore ça parce que je bouge tout le temps. Oui, alors moi, je suis très calme. Moi, je suis plutôt zen. Bon, bien sûr, je travaille, hein, il faut travailler. Hein. Mais ce que je préfère avant tout, finalement, c'est la méditation. Et puis prendre des temps où je lis des lectures spirituelles. C'est important. Cet exemple nous montre quelque chose que vous avez dû repérer. Que voyez-vous en regardant ce couple? Oui, oui, exactement. C'est pas tout à fait une complémentarité en réalité. C'est une opposition. En fait, c'est quasiment une opposition.
Très active, c'est ce qu'on appelle, cool, voilà, c'est ce qu'on appelle dans le couple une polarisation. La polarisation est un autre aspect de la transe où en fait chacun des partenaires adopte un rôle figé qui est l'exact contraire de son compagnon ou de sa compagne. Et dans cet équilibre-là, chacun a le sentiment d'être vraiment lui. Mais dans cette transe, on ne se rend même plus compte qu'en adoptant ces rôles, parce qu'ils deviennent rigides, eh bien ces rôles ne sont pas nous-mêmes. Mais nous pouvons nous persuader d'être vraiment nous-mêmes. Et cet exemple de couple polarisé, eh bien, finit toujours par poser un problème. Parce que quand l'être commence à vouloir à nouveau entrer en mouvement, eh bien, chacune des deux personnes va avoir le sentiment qu'elle ne peut pas changer. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de remettre en cause l'équilibre de ce couple. N'oubliez pas qu'en tant qu'être humain, nous sommes toujours à la recherche d'équilibre. Mais l'équilibre ne signifie pas que c'est le plus épanouissant pour nous. S'identifier à nos parties nous mène en état de transe, et très souvent de régression et de polarisation. Commencer à connaître nos différentes parties et à ne plus s'identifier à elles, c'est commencer à s'éveiller. Je vais vous raconter une petite histoire que j'adore, c'est Anthony DeMello, un célèbre psychothérapeute indien, qui la racontait souvent. Un jour, un homme trouva un œuf d'aigle et le plaça dans son poulailler. L'aiglon vint au monde parmi les poussins, et se prenant pour l'un d'eux, il se mit à vivre comme eux. Il grattait la terre pour y trouver des vers et des insectes. Il battait des ailes, mais ne s'élevait que de quelques centimètres, comme ses congénères. Un jour, au terme de sa vie, le vieil aiglon vit un magnifique oiseau là-haut, très haut dans le ciel, avec des ailes dorées, somptueuses. Alors il demanda à un autre poulet, « Oh, quel est cet oiseau ? » ?»« Oh, c'est l'aigle. Il fait partie du ciel. Nous sommes des poulets. Nous sommes sur terre. » C'est ainsi que l'aigle, persuadé qu'il était un poulet, vécut et mourut dans la basse-cour en se prenant pour un poulet. Si vous en avez marre d'être un poulet, ou de vous prendre pour un poulet, alors que vous sentez que vous n'en êtes pas un, et en plus, venez à la conférence de demain. Car il y a la suite de cette histoire, que j'ai écrite. Cette histoire de DeMello m'a inspiré une autre histoire, qui est un peu son pendant lumineux. Et vous découvrirez comment on peut sortir de l'idée qu'on est vraiment une poule alors qu'on n'en est pas une. Ou un poulet. Une poule, un poulet, comme ça c'est la mixité. La psychothérapie de l'enfant intérieur est une démarche à la fois, c'est une démarche intégrative qui travaille à tous les niveaux, au niveau corporel, émotionnel, énergétique, relationnel, psychologique évidemment et spirituel. C'est une démarche avant tout psychocorporelle parce que tout est dans notre corps. Votre enfant intérieur vit dans votre corps, s'exprime à travers votre corps. Et puisque il nous touche profondément, qu'il parle de notre essence, c'est aussi évidemment une démarche spirituelle. Et cette démarche nous invite toujours à nous demander: acceptes-tu enfin de t'éveiller? Et moi je vous pose cette question. Souhaitez-vous vous éveiller? Ah, c'est enthousiaste. Bon, on va la refaire. Parce que là, on est filmé. Alors, attendez. Non, on va la refaire. Parce que là, vous étiez atterré, là. Je sais pas. Alors, on recommence. C'est la digestion, d'accord. On va mettre ça sous le coup de la digestion. Alors, je disais donc que ce travail sur l'enfant intérieur nous demande: es-tu prêt à t'éveiller? Et je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à vous éveiller? Ah, ben voilà. Voilà. Oui, mais non. Non, faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. Pourquoi? Eh bien parce que nous trouvons une forme de confort à nous identifier à cet enfant adapté. Cet enfant adapté prend différentes formes en nous, différents visages. Ça peut être le révolté, ça peut être le perfectionniste, ça peut être la femme soumise. Mais quoi qu'il en soit, nous trouvons une forme d'équilibre et de confort là-dedans, parce qu'il est toujours plus simple de rester dans ce que l'on connaît, plutôt que de commencer à entrer dans une phase plus inconnue. Et puis il y a aussi l'idée que finalement, notre enfant adapté est sournois, il nous fait croire que ça va changer. Bien sûr, je vis toujours les mêmes choses, les schémas se répètent, mais ça va changer. Et puis l'autre aussi va changer. Et l'autre aussi va changer. Et on attend, et on attend, et on attend. Certains d'entre vous attendent depuis longtemps?
Oui. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que rien ne va changer? Ouais. Peut-être pas tout à fait, mais bon, ça va venir. Et même, certains vont plus loin. Certains pensent qu'en fait, ce qu'ils vivent a une fonction. Ce que je vis est vraiment difficile en ce moment. C'est très douloureux. Mais ça me fait grandir. Ah, bah continue. Moi, je me fais battre tous les jours par mon mari, mais il est gentil parce que le lendemain, il m'offre des fleurs, puis il va changer, il me l'a juré. Il me l'a dit. Sauf qu'une femme battue n'a jamais changé parce qu'elle acceptait de continuer à se faire battre en pensant que ça avait une fonction positive. La réalité, c'est que le travail sur l'enfant intérieur nous amène à une chose essentielle. Reconsidérer, considérer enfin notre vulnérabilité. Nous sommes des êtres vulnérables. Nous sommes des êtres tellement sensibles que non, nous ne pouvons pas vivre n'importe quelle situation. Et encore moins si elle est violente. La violence abîme notre cerveau. Donc, le travail sur l'enfant intérieur, c'est de considérer enfin notre vulnérabilité pour commencer à changer, c'est-à-dire à accepter que les situations qui nous font souffrir ne sont pas normales. Que rien de bon ne va sortir de cela. Que nous cessons sans cesse en fait de nous faire mal à nous-mêmes. Et nous envoyons toujours le même message à notre enfant intérieur, c'est qu'il n'est pas légitime, c'est qu'il n'est pas beau, c'est qu'il ne mérite pas, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi. Alors, donc, tout cela, eh bien, nous amène au fait de la guérison. Pourquoi? Eh bien, parce que nous pensons tous que guérir a un rapport avec l'autre. Nous pensons que guérir, c'est obtenir d'une manière ou d'une autre le soutien ou l'approbation de l'autre. Et en réalité, il n'en est rien. Voici une idée révolutionnaire qui peut changer votre vie. La guérison n'a strictement aucun rapport avec l'autre, que ce soit des personnes de votre passé ou des personnes d'aujourd'hui. Vous allez dire, mais alors c'est quoi la guérison? La guérison, c'est un appel. C'est l'appel de l'enfant en nous. C'est accepter de considérer enfin qu'il y a en nous un enfant qui nous appelle, qui nous réclame, qui nous dit ce dont il a besoin. Et si nous le chassons chaque fois en pensant que c'est l'autre qui va remplir cette fonction, alors nous nous coupons de nous-mêmes, nous nous renions. Retrouver son enfant intérieur, c'est répondre à cet appel. Alors, bien sûr, le premier enfant, souvent qui nous appelle, c'est un enfant intérieur blessé. Et c'est pour ça que nous avons un peu de réticence à aller le voir. Nous avons peur d'avoir mal. Nous avons peur de revivre cette souffrance d'enfant. En réalité, on ne revit jamais sa souffrance d'enfant. Ce que vous allez expérimenter dans le travail sur l'enfant intérieur, c'est que vous allez être touché par sa souffrance et à nouveau générer en vous de l'empathie. Cette même empathie qui a parfois manqué aux personnes qui se sont occupées de vous lorsque vous étiez enfant. Alors, qui est cet enfant intérieur blessé? Pour bien comprendre, il est important donc de faire la différence entre les fardeaux du passé et les blessures réelles. Voici une situation. Voici une petite fille de 8 ans. Et comme toutes les petites filles de 8 ans, elle est pleine de vie, pleine de curiosité, et elle va voir son papa. Voilà, qui est très occupé. Papa, aujourd'hui à l'école, on a parlé des animaux. C'était bien. D'accord. Alors. Papa, c'est quoi un ornithorynx? Non, on dit ornithorynque, et c'est un animal. Tu sais pas ça? Non. Je me demande ce que tu fais à l'école. Enfin bref. Alors. Papa, oui. pour l'école, je dois parler des mammifères. Tu pourras m'aider? Non, 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 non. Non, tu vois bien que je suis occupé. Là, papa lit son journal, d'accord? Prends une encyclopédie, débrouille-toi. Mais... Bah, t'es grande maintenant. T'es grande. T'es grande, 8 ans, t'es grande. D'accord. Bah voilà. Allez, hop. Ah non, c'est pénible, les enfants, c'est vrai, quoi. Oh là là. Non, il y a un moment, c'est trop, quoi. Non? Hein? Vous avez des enfants, oui? Oui? Vous êtes comme moi? Hein? Bah, bravo. Alors, je vous rassure pour les parents qui se sont reconnus. En fait, ce genre de comportement est tout à fait humain. Mais c'est la chronicité du comportement qui finit par blesser l'enfant. C'est le fait que cette petite fille de 8 ans rencontre sans arrêt le même comportement face à son père lorsqu'elle lui demande tout simplement un temps de partage, un temps d'intérêt, etc. Et donc la chronicité de ce comportement fait que cette petite fille souffre, elle a mal, elle commence à se sentir blessée. Seulement un enfant
ne peut pas remettre ou très difficilement remettre en cause son parent. Il va donc intérioriser ses ressentis les plus profonds, ces sentiments toxiques que ces situations génèrent. Mais imaginons que cette petite fille puisse nommer à peu près ce qui se passe en elle. Voici ce qu'elle nous confierait. Je suis bête. C'est pour ça que j'intéresse pas papa. J'ai honte. En grandissant, cette petite fille est devenue une femme. Et lorsqu'elle parle de son enfance, de la relation avec son père, elle parle d'une blessure de rejet. Voilà comment elle en parle. Une grande partie de mon enfance, mon père m'a rejeté. Il n'était jamais là pour moi. C'est normal, il voulait un garçon et je suis une fille. Et quand mon petit frère est arrivé, il s'occupait tout le temps de lui. Et bien sûr, il a toujours été le préféré. Attention, prenez vos stylos. Là, on passe au sérieux. Déjà, c'était sérieux, mais là, c'est encore plus sérieux. On rigole plus. Cet exemple, l'exemple de cette femme, montre ce que nous faisons tous. Nous mélangeons le comportement de l'autre avec notre blessure. Ça veut dire qu'en grandissant, l'enfant adapté en nous, eh bien, définit la partie blessée en lui en fonction du comportement de l'autre qui lui a fait violence. Je répète bien parce que c'est important. En grandissant, notre enfant adapté va définir, va créer en lui une partie blessée qu'il va définir en fonction du comportement de l'autre. Nous allons nommer notre blessure, non pas depuis nos ressentis réels, mais en fonction du comportement de l'autre. Et pourquoi? Parce que ce comportement nous a fait mal, ce comportement nous a violentés. Et ça, eh bien, c'est ce que l'on appelle un fardeau. Le fardeau, c'est de continuer sans cesse à porter en soi ce que l'on croit être blessé et qui a un rapport avec le comportement de l'autre. On ne guérit jamais des fardeaux. Attendez, je vais vous poser la question. Donc, je vous pose cette question. Peut-on guérir d'un fardeau, ou pour le dire autrement, peut-on guérir du comportement de l'autre? Non. Non, vous êtes sûr? Si. Ah, merci. Oui, si. Parce que... Enfin, je pense qu'à son âge adulte, elle doit avoir J'adore votre phrase, j'adore votre phrase. Elle est très importante, votre phrase. J'adore votre phrase. Parce qu'une fois adulte, elle peut. Ou elle doit. Mais vous oubliez sans cesse, chacun d'entre vous, que ce n'est pas de l'adulte dont il s'agit. Il s'agit de l'enfant, éternellement vivant, tout le temps en pleine vivacité avec ce qu'il a ressenti. L'enjeu par rapport à l'autre, c'est de prendre la défense de votre enfant intérieur. On ne peut pas guérir du comportement de l'autre parce que ce comportement est chez l'autre. On ne peut pas guérir de la violence que l'on a subie parce que cette violence vient de l'autre. Par contre, ce que l'on peut faire par rapport à l'autre, c'est restituer cette violence. Cette petite fille, ou au nom, cet adulte au nom de la petite fille en elle, pourrait aller voir son expert. Je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'un expert. Un ex-père. C'était son père, mais ça ne l'est plus. Vous savez, quand vous êtes adulte, vous n'avez plus de parents. C'est le sujet du prochain livre. Et donc, elle pourrait aller le voir et dire, voilà, eh bien, elle l'appellerait par son prénom, je te restitue la violence de tes comportements. À chaque fois que tu as eu ces comportements, l'enfant que j'étais a eu mal. Et ça n'est pas acceptable pour elle. Mais l'interprétation est fausse. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a que vous êtes un organe sensible. Il faut accepter que votre sensible est légitime. Votre sensible est toujours légitime. Ne vous laissez pas berner. L'interprétation, c'est cette femme qui dit « mon père m'a rejeté parce qu'il préférait mon frère », etc. Ça, c'est l'interprétation. Mais la réalité, c'est « j'ai eu mal ». Dans mon corps, il y a de la tristesse. Dans mon corps, j'ai mal au ventre. Parce qu'il y a eu, moi, mon être sensible a eu mal. Ça, vous devez apprendre à le légitimer quand vous travaillez sur l'enfant intérieur. Alors, on vous le disait, eh bien, la guérison, c'est d'entendre l'appel de cet enfant intérieur triste et blessé. L'enfant intérieur blessé est un aspect de notre véritable moi, car il symbolise ce qu'il y a de plus fragile en nous, de plus sensible. Il symbolise les cas de blessures de l'enfance que nous expliquons dans notre deuxième livre. Ces blessures ne sont pas des fardeaux, elles sont un appel. Que demande notre enfant intérieur blessé? La première blessure, la blessure du manque d'amour, est un appel à l'amour pour soi. Ce que dit l'enfant, c'est « j'ai besoin d'être aimé pour ce que je suis profondément ». La deuxième blessure, la blessure du rejet, est un appel à l'acceptation de soi. J'ai besoin d'être aimé
totalement. Pas seulement parce que je suis bon, gentil, sérieux, intelligent. J'ai besoin d'être aimé dans ma totalité. Et ces blessures ne sont pas des fardeaux. Un appel. La troisième blessure, c'est la coupure d'avec son essence. En grandissant, nous nous sommes donc coupés d'une partie de nous-mêmes. Et cette blessure, l'appel de notre enfant blessé nous dit « Je suis en lien avec tout, je suis un être de nature spirituelle, en lien avec tout ce qui m'entoure. » Et la quatrième blessure, la blessure de la trahison, lorsque chaque fois nous n'avons pas été considérés dans notre intégrité psychique, physique, corporelle, eh bien, l'appel de l'enfant qui est blessé à ce niveau-là nous dit « Mon élan vital et créatif est à mon service. » Et je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce que ça a un rapport avec le fait de mettre son élan vital et créatif à son service? Parce que lorsque notre intégrité n'a pas été reconnue, la plupart du temps, c'est qu'elle a été violentée. Or, la violence crée de l'attachement. Plus vous avez été violenté enfant, ou que vous avez ressenti que ce que vous viviez était violent, plus vous êtes attaché. Et donc, ça veut dire que plus vous avez pris des rôles qui vous habituent à toujours faire passer l'autre avant vous, les besoins de l'autre avant vous. Alors, qu'est-ce que guérir son enfant intérieur? Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écrite et qui se trouve dans notre livre sur les peurs. J'arrête d'avoir peur. C'est l'histoire de deux ramoneurs. Ah, le premier ramoneur était un homme heureux. Il adorait son travail. Il prenait vraiment le temps de monter sur les toits pour faire son travail. Et puis le soir, ravi de lui, eh bien, il prenait aussi un temps pour regarder le soleil se coucher tranquillement sur la ville. Et il redescendait, et les rares personnes qui l'ont vu racontent toutes la même chose. L'instant d'un sourire ou d'un bonjour, quelque chose d'intensément heureux se réveillait en eux. Le second ramoneur travaillait dans la même ville. Il faisait le même métier, mais il souffrait de ce métier. Il ne se sentait pas assez reconnu. Il se sentait invisible. Qui se soucie d'un ramoneur? Alors il eut une idée géniale. Un jour, bien décidé à changer son sort, il décida de couper le premier barreau de son échelle. Ainsi, se disait-il, je serai beaucoup plus rapide. Et en étant plus rapide, eh bien, on préférera à tous les autres ramoneurs. Et cela fonctionna un certain temps. On lui fit remarquer qu'il était beaucoup plus rapide. Mais à chaque fois, cette reconnaissance était éphémère. À chaque fois, il redevenait invisible au regard de l'autre. Alors il coupa un deuxième barreau de son échelle, puis un troisième barreau de son échelle. Le jour où il coupa le quatrième barreau de son échelle, il travaillait dans une très très grande cheminée. Lorsque, malheureusement, un incendie se déclencha en dessous de lui. Le seul moyen d'en réchapper était de vite grimper à son échelle pour sortir par la cheminée. C'est à ce moment précis qu'il se rendit compte qu'en ayant coupé le quatrième barreau de son échelle, il ne pouvait plus grimper. Et il disparut dans les flammes. Faire la différence entre l'enfant adapté et l'enfant intérieur blessé prend du temps. C'est un entraînement de la conscience, mais c'est toujours gratifiant. C'est expérimenter, comprendre que les émotions, les comportements, les paroles de l'autre ne me définissent pas. Je suis la seule personne pour s'occuper de ce qui vit en moi. Et je suis l'unique personne pour me dire ce que j'ai à faire. Si je ne fais pas, je me sépare. Je m'éloigne de moi. Je donne mon pouvoir à l'autre, ou je prends le pouvoir sur l'autre, ou bien souvent les deux. Alors que signifie guérir? Eh bien, c'est un choix. Et je trouve que, en fait, il faut s'intéresser à l'étymologie de ce mot. Je me suis rendu compte, en m'intéressant à ce mot, qu'il avait changé de sens. Et jusqu'au XIe siècle, eh bien, le sens premier du mot guérir, c'est défendre, protéger. C'est exactement ce que nous avons à faire vis-à-vis de notre enfant intérieur. Nous avons à prendre son parti, à le défendre, à le protéger, à lui éviter des situations qui sont douloureuses pour lui, qui répètent sans cesse, sans fin, le même schéma, les mêmes comportements, qui activent en nous les mêmes réactions, les mêmes émotions, les mêmes croyances.
Guérir, c'est donc devenir ce bon parent pour soi qui va choisir de défendre ce sensible, son moi sensible et vulnérable. Et cela est important parce que ça va nous permettre de générer de nouvelles sensations intérieures, de nouveaux sentiments, des sentiments de bienveillance, de compassion que nous allons nous accorder à nous-mêmes. Et n'oubliez pas, si ces émotions, ces sentiments sont importants dans la relation à l'autre, ils ne sont vains que s'ils ne sont que par rapport à l'autre. Si vous n'avez pas de compassion pour l'autre, ne croyez pas que vous en avez pour l'autre. Pardon, je répète, vous avez compris. Je me suis rendu compte en le disant. Mais c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous n'en avez pas réellement pour l'autre. Alors, la guérison, c'est à la fois un positionnement, celui d'un bon parent, pour soi, mais c'est aussi un état d'être. Tout d'abord, on va voir le positionnement. Celui d'un adulte plein de compassion pour l'enfant qu'il était, en se rendant compte de sa vulnérabilité. C'est notre devoir à chacun, notre devoir de protection vis-à-vis de nous-mêmes. Bien sûr, c'est un processus. Et dans ce processus, il y a de nombreuses étapes. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre et d'avoir en soi 2 étapes. Tout d'abord, cela demande du temps, de la patience, la science des petits pas. Pourquoi ? Parce que ce processus, ça peut pas venir de la volonté. Ça vient de l'intérieur et ça s'impose. Dans ce processus, donc, il demande du temps, de la patience et de l'humilité. Parce que l'enfant intérieur, il ne cesse de mettre en lumière la partie la plus fragile, la plus vulnérable en nous. Et c'est ça qui explique la phrase du grand écrivain irlandais George Irvine, j'ai un trou là, Bernard Shaw. Qu'est-ce qu'un enfant ? Une expérience, une nouvelle tentative afin de créer l'homme juste, c'est-à-dire de retrouver toute la divinité de l'homme. C'est beau, hein ? Et puis, c'est aussi un état d'être. Je vous propose de me prendre la main d'un de vos voisins. Allez-y. Oui, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une seule personne. Bon, 2. Allez, vous avez plusieurs enfants intérieurs, ne vous inquiétez pas. Allez, ça fait des litres, ça n'a pas d'importance. Fermez les yeux un instant. Je vous propose de fermer les yeux. Voilà. La personne à qui vous tenez la main à côté de vous, vous ne la connaissez pas réellement. Pourtant, c'est votre enfant intérieur. Retrouver son enfant intérieur, c'est accepter d'aller vers le petit et le fragile en soi. C'est accepter aussi d'aller vers quelqu'un qui nous est en partie inconnu. Comme lorsque l'aviateur rencontre le petit prince et qu'il ne le comprend pas. C'est accepter que tout cela va demander un apprivoisement. Apprendre à considérer enfin que votre enfant intérieur est la personne la plus importante dans votre vie. Que si vous passez une vie sans lui, vous serez passé à côté de votre vie. On nous a fait croire qu'en grandissant, nous allions devenir des adultes et qu'une fois adultes, ce qui était enfantin en nous serait terminé. Mais il n'en est rien. Au contraire, l'enfant crie, l'enfant tape, l'enfant vous appelle. J'ai besoin de toi. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas me chercher? Qu'ai-je fait de mal? Vous condamnez l'enfant pour des comportements que d'autres ont commis. Vous condamnez votre enfant intérieur pour des comportements que d'autres ont commis. Et lorsqu'on commence à créer cette alliance du grand et du petit qui se tiennent main dans la main, il se passe quelque chose. On revient à un centre en nous. Un centre pulse en nous. Un centre vivant. Un centre calme. Un centre au-delà de toute peur. Ce centre, avec Marie-France, nous l'avons appelé le cœur d'enfant. Et bien sûr, nous allons régulièrement nous couper de ce centre, mais ça n'a pas d'importance. Le plus essentiel est d'apprendre à revenir à nous-mêmes, à revenir à cette alchimie du grand et du petit en nous, qui nous permet d'agir, de choisir, de vivre depuis notre centre, depuis notre cœur d'enfant.
Je vous remercie. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et maintenant, êtes-vous prêts pour aller encore plus loin dans cette expérience? Vous avez compris que la guérison de l'enfant intérieur est une expérience. Donc nous allons aller plus loin maintenant dans l'expérience. Voilà, je vous propose de fermer les yeux, de vous mettre droit comme vous pouvez, de décroiser les jambes, décroiser les bras, mettez vos mains sur vos genoux. Voilà, et tu respires tranquillement. Donc je vais vous dire tu, bien sûr, parce que je vais parler à votre enfant, je vais lui dire tu, pas vous. Voilà, tu respires tranquillement, tu inspires profondément, et tu expires profondément. Voilà, tout va bien, tout va bien. Je vais décompter de 10 à 1. Je vais décompter de 10 à 1. Et 1, tu seras calme. Tranquille, détendu. 10, 9, 8, tout va bien. 7, 6, 5, tu es en totale sécurité. 4, 3, tu es de plus en plus détendu. 2, 1, voilà, tu es calme, tranquille, détendu. Tout va bien. Maintenant, je vais nommer chaque partie de ton corps en commençant par tes pieds. Et quand tu entendras nommer cette partie, tu la détendras tout simplement. Détends tes pieds, les plans de tes pieds, tous tes orteils. Voilà. Tes pieds sont détendus. Tu détends tes chevilles, tes mollets, tes jambes, genoux, tes cuisses, ton bas-ventre, ton ventre, ton petit ventre qui prend tant de coups, tant d'émotions. C'est toujours lui qui prend ton bidou. Tu détends ton estomac, ton torse, ton abdomen, ta poitrine. Tu détends tous tes organes internes. Tu les visualises qui fonctionnent parfaitement. Tu visualises tout d'abord ton cœur. Regarde la jolie couleur. Tu l'entends battre comme il faut. Tu lui envoies plein d'amour. Tu visualises tes poumons. Regarde, toutes les alvéoles de tes poumons s'ouvrent. Tes branches font parfaitement leur travail. Puis, tu visualises tes intestins, ton foie, tes reins, ta rate, tous tes organes internes. Si tu as un problème, une douleur quelque part, envoie cet organe plein d'amour. Voilà. Et maintenant, tu arrives à tes épaules. Voilà, tes épaules sont détendues. Maintenant, je te propose de détendre tes mains, les doigts de tes mains, les paumes de tes mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes, tes bras. Voilà. Et maintenant, tu visualises ta colonne qui est parfaitement droite, détendue depuis le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Ta colonne est parfaitement détendue et ta tête est bien dans le prolongement de ta colonne. Tu es bien axé, bien centré. Maintenant, je te propose de détendre ta gorge. Voilà, on voit plein d'amour à ta gorge. Tu retrouves légèrement ta mâchoire pour la détendre encore un peu plus. Ta bouche est entrouverte, tu décolles ta langue de ton palais délicatement. Voilà, ta bouche entière est détendue. Tu détends tes joues, tu détends ton nez, tes oreilles. Et tu arrives à tes paupières, que tu déroules, que tu déplisses, que tu détends. Tu détends tous les petits muscles de tes yeux, tous les ligaments. Prends bien ton temps pour détendre tes yeux, parce que les yeux sont tout près du cerveau, qu'il y a des ramifications. Tu imagines tes deux yeux flotter dans un liquide. Tu les vois, tu les imagines, tu les sens flotter, tes yeux. Tu les sens se détendre. Et tu te rends compte que tu vois de mieux en mieux. Tu vois ce qui est tout petit. Tu vois ce qui est loin. Tu vois comme un aigle. Tu es un aigle, rappelle-toi. Tu es un aigle. Voilà. Et tu arrives enfin à ton front. Tu visualises les rides qui s'en vont une à une. Ton front redevient lisse, parfait, comme au premier jour quand tu es arrivé sur cette planète. Gaïa, qu'on l'appelle. La planète bleue,
qui est si belle et que nous, les êtres humains, nous traitons si mal parce que nous en croyons être les propriétaires. Quelle prétention, quelle illusion. Voilà. Et tu arrives enfin à ton cuir chevelu que tu déroules, que tu déplisses, que tu détends. Voilà. Tu es calme, tranquille, détendu. Tout va bien. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu visualiseras, tu imagineras, tu penseras à, tu verras, tu seras à la campagne. Une campagne où tu as envie d'être maintenant, avec juste la chaleur que tu aimes. Une campagne avec du vert partout. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, de la guérison, de la transformation, de la renaissance. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu visualises, tu imagines, tu es à la campagne. 1, 2, 3. Regarde tes pieds. Ils sont nus. Ils s'enfoncent dans l'herbe. Une herbe si douce, si tendre. Tu es dans une tenue blanche confortable. Et tu ressens la sensation de tes vêtements qui caressent ton corps. Et c'est si doux, si sensuel. Et tu ressens aussi les rayons du soleil qui réchauffent ton cœur. C'est si doux. Regarde cette campagne. Comment est-elle? Comment veux-tu qu'elle soit? Regarde les arbres. Quel genre d'arbre as-tu envie de voir? Ne te limite pas, ça ne se passe pas à ce niveau-là. Tu veux des arbres fruitiers avec des magnifiques cerises, des abricots, des pêches? Il y en a. Tu veux des fleurs, tu veux des roses, du lilas? Ce que tu veux. Regarde le ciel, le soleil, les oiseaux. Il y a tous les oiseaux que tu as envie de voir, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ils te font leur plus beau ballet, leur plus belle danse, rien que pour toi. Ils te chantent leur plus beau chant. C'est comme s'ils te murmuraient des mots doux à l'oreille, des mots tendres, des mots d'amour, d'acceptation de ce que tu es profondément. Et le soleil magnifique. Tu te sens bien. Tu regardes et tu vois avec les yeux de ton cœur. Tu écoutes et tu entends. Tu sens et tu ressens. Et il y a un animal qui t'apparaît. Regarde. Il approche. Regarde-le bien. C'est un animal que tu as connu quand tu étais petit, petite. Un animal qui t'a aimé, qui t'a reconnu. Regarde-le, il est devant toi. Baisse-toi. Quel est son nom? Il est tellement heureux de te voir. Tellement heureux. Il te parle et tu comprends. Il te dit viens. Il y a quelqu'un qui t'attend. Alors tu prends le chemin qui est devant toi, ton chemin, et tu avances. Tu avances. Il est à côté de toi. Ton animal, il te protège. Et tout au bout du chemin, tu aperçois quelque chose, non, quelqu'un, un enfant, un petit enfant. Approche-toi, approche-toi. Tu es devant un petit enfant. Quel âge a-t-il? Est-ce un petit garçon ou une petite fille? Comment sont ses yeux, ses cheveux? Rappelle-toi, c'est toi quand tu étais petit, petite. Alors tu vas te baisser pour être à son niveau. Et tu vas le regarder dans les yeux. Regarde bien. Regarde. Écoute avec ton cœur. Vois cet enfant dans toute sa fragilité. Il va te dire: j'ai besoin d'être aimé tel que je suis, entièrement. J'ai besoin que tu m'aimes pour ce que je suis. Serre-le dans ton cœur, ton petit, contre ton cœur. Et écoute, il
il a un autre message à te délivrer. Écoute avec ton cœur. Je t'aime tel que tu es. Tu n'as rien besoin de dire, de faire. Je t'aime tel que tu es. Ton enfant, pour ne plus l'oublier, tu vas le faire devenir tout petit. Et tu vas le mettre en toi, dans ton chakra du cœur, au centre de ton être, au centre de ta vie. Bien au chaud, bien en sécurité. Voilà, tu sens ton chakra du cœur qui s'ouvre telle une fleur de lotus. Et tu fais entrer ton petit à l'intérieur. Voilà, l'adulte et l'enfant, enfin réunis. Vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. Et dans cette campagne que tu as choisie, tu vas repérer un endroit qui te convient pour t'allonger. Voilà, tu t'allonges tranquillement, tu sens bien la présence de ton petit en toi. Et là, tu vas prendre de grandes respirations pour bien t'ancrer, pour bien réintégrer ton corps physique. Tu inspires profondément et tu expires profondément. Tu sens bien qu'à l'inspire, tu es relié au ciel, à l'énergie du Père, ton masculin. Et à l'expire, tu sens que tu es relié à la terre, ta terre-mère, ton féminin. Voilà. Tu continues à inspirer profondément, à expirer profondément. Tout doucement, je compterai jusqu'à 5 et pendant que je compterai, très délicatement, tu remueras les pieds, les jambes, les mains, les bras, la tête très délicatement. Et à 5, tu ouvras les yeux, tu seras tout à fait éveillé, réveillé, en pleine forme et en parfaite santé. Et tout ira bien mieux qu'auparavant parce que tu as retrouvé ton petit. Voilà, je commence à compter et toi, tu commences à remuer. 1, 2, 3, à 5, tu ouvras les yeux, tu seras tout à fait éveillé, réveillé, en pleine forme et en parfaite santé, totalement présent, présente, ici et maintenant, dans cette salle. 4, 5. Tu as les yeux ouverts, tu es tout à fait éveillé, réveillé, en pleine forme et en parfaite santé, totalement présent, présente, ici et maintenant, dans cette salle. Notre enfant intérieur, sous ses deux facettes, l'enfant blessé et l'enfant doué, est notre moi authentique. Ce moi capable de nous régénérer et de nous mener à la plénitude spirituelle. C'est pourquoi Carl Jung disait « L'enfant est un symbole unificateur. Il unifie les opposés. Il est le messager de la guérison, celui qui fait un tout. » Merci pour votre écoute. On a une question. Voilà, on a juste du temps pour répondre à une question si vous le désirez. Allez-y. Une. Tu as entendu? Alors, oui, répète. Tout à fait. Donc, je répète la question de monsieur. Comment couper le cordon ombilical? Enfin, libérer son enfant intérieur, c'est une chose, mais comment couper le cordon ombilical? Tout à fait. C'est vraiment l'objet du travail sur l'enfant intérieur parce qu'en fait, l'enfant intérieur vous oblige. Le travail sur l'enfant intérieur vous amène à deux choses. La première, c'est considérer votre vécu depuis le vécu enfantin. Arrêtez de voir les choses comme un adulte, de les interpréter comme un adulte, mais d'entrer dans la dimension du ressenti psychocorporel de l'enfant, tel que l'enfant l'a vécu. Ce qui déjà vous recentre, vous sort de l'idée que c'est en fonction de l'autre ou de l'adulte ou des adultes qu'il faut voir ce que j'ai vécu. Non, vous ne pouvez comprendre les choses que depuis votre vécu personnel, donc celui d'un enfant. La deuxième chose qui est importante, c'est le travail de reparentage. Plus vous allez développer le travail de reparentage, plus finalement vous serez ce parent pour vous-même. Et vous allez voir que la fonction parentale que vous pouvez continuer à attribuer soit à vos ex-parents, soit à d'autres personnes, va diminuer naturellement. Parce que la meilleure personne pour répondre à vos besoins, c'est vous-même.
Donc, Ça ne c'est- veut pas dire qu'on ne peut pas être soutenu par d'autres, Oui. mais c'est vous-même. Donc c'est vraiment apprendre à devenir son propre père et sa propre mère. C'est tout le travail sur l'enfant intérieur. On vous accueille donc sur notre stand, le stand Tout de suite, L3, tout de suite. qui est juste au bout de l'allée, là sur la droite. Voilà, pour Et vous- puis vous pourrez découvrir nos nouveaux livres, donc Là. le rituel de l'enfant intérieur avec un CD, et puis toujours l'oracle, Tous les si autres. certains veulent tirer des cartes de l'oracle sur notre stand. Et vous donc pouvez venir. demain, nous vous attendons nombreux donc pour la grande salle de conférence pour présenter Voilà. votre nouveau livre Et à là, vous 14 saurez heures. comment ne plus être un poulet. Ah, c'est ça. Merci Et à vous. redevenir l'aigle. Ça a été un Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.